Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast Vidéo, la chaîne YouTube qui essaye de vous faire aimer l'anthropologie et comprendre l'anthropologie. Générique. Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast, je suis Jonathan et pour cet Anthropodcast, exceptionnellement, je suis seul et c'est normal, après mon voyage de 2 mois, on a des interviews à préparer mais il nous faut un petit peu de temps et puis l'interview qu'on avait préparée était avec Anne-Laure qui n'est pas disponible pour cet Anthropodcast, elle est dans le Vercors en vacances et j'ai donc décidé de vous présenter quelle lecture j'avais lue ces derniers mois à partir du moment où je me suis dit je vais vraiment m'intéresser à l'anthropologie de façon intelligente en lisant des bons bouquins. Et vous savez peut-être ce qui arrive quand on s'intéresse à une nouvelle science, on se retrouve avec un nombre de bouquins hallucinants à lire. La plupart des anthropologues nous disent il faut lire celui-ci, il faut lire celui-là, c'est la base, c'est pas la base. C'est vraiment très compliqué pour quelqu'un comme moi qui n'est pas universitaire. J'ai fait un apprentissage de mécanicien si ça vous intéresse. C'est très compliqué de savoir quoi lire et j'ai donc demandé conseil à justement mon aide sur Anthropodcast, Anne-Laure, et elle m'a donné quelques livres à lire avant de commencer peut-être à lire des livres beaucoup plus complexes ou alors beaucoup plus précis sur certaines thématiques. Le premier livre qu'elle m'a conseillé de lire, c'est Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss. Alors c'est un classique en anthropologie, il a un grand avantage, c'est qu'il fait à peu près 80 pages, donc il est très très facile à lire. Ce livre a été publié en 1952 à la demande de l'UNESCO qui a demandé à des auteurs d'écrire des choses sur, ou plutôt contre, le racisme, et Claude Lévi-Strauss s'est prêté à l'exercice. C'est à une époque, fait intéressant, où il n'était pas encore réellement connu, il avait déjà écrit des livres, mais il n'avait pas écrit, par exemple, Triste Tropique, qui est vraiment le premier livre qui va le lancer dans la plateforme littéraire et va le faire vraiment connaître plus que comme un simple professeur Strauss, mais aussi comme un écrivain. Alors vous allez me dire, oui, mais un livre contre le racisme, quel intérêt en anthropologie, notamment parce que les anthropologues sont censés ne pas être racistes, déjà il n'y a qu'une race humaine, ça n'a aucun sens. Oui, mais la question est de savoir comment est-ce qu'on arrive à le défendre intelligemment, au-delà du fait de simplement dire le racisme, ce n'est pas bien, et Claude Lévi-Strauss le fait plutôt bien, en nous expliquant notamment la différence entre ce qui est appelé race humaine, faussement d'ailleurs, et ce qui est justement la différenciation des cultures humaines, et puis il essaye d'expliquer un petit peu, en très très bref et en très raccourci, qu'il n'y a pas vraiment de différence de poids entre deux cultures humaines, ou plutôt qu'elle a une différence de poids à partir du moment où on a un raisonnement qui est ethnocentré, notamment avec l'idée du progrès. Il a tout un chapitre qui est consacré au progrès, et c'est vrai que si par progrès on entend progrès technologique, il y a effectivement des différences entre les cultures. C'est un fait établi, tout le monde est d'accord, mais le problème est, est-ce qu'on peut juger une culture ou le poids d'une culture ou l'importance d'une culture sur une autre simplement par rapport à son avoir technologique? Je trouve qu'il souffre quand même de quelques petits problèmes, entre guillemets. Notamment, les phrases sont très très longues. Donc, si c'est la première fois que vous lisez de l'anthropologie, un petit peu comme moi, parfois il faut vraiment lire plusieurs fois la phrase parce qu'elle est épouvantablement longue. Pour voir si un livre a des très longues phrases, trop longues phrases, il suffit de les lire à voix haute. Et si on n'arrive pas à avoir de souffle à la fin, c'est qu'elles sont vraiment trop longues. Et c'est le cas, justement, de Claude Lévi-Strauss. Je vous parle de lecture notamment parce que ce livre, si vous êtes plutôt intéressé par les livres audio, existe en version audio. Par contre, c'est une catastrophe, il doit coûter dans les 20 euros ou je sais pas. C'est une catastrophe comparé à un livre que vous pouvez acheter 3 euros. Ça n'a, à mon avis, aucun sens de l'écouter en livre audio. Mais bon, peut-être que vous trouverez un endroit où le télécharger pour moins cher, voire gratuitement, mais c'est votre problème, pas le mien. Bref, un livre à lire absolument si vous vous intéressez un tant soit peu à l'anthropologie et au racisme, c'est une bonne base, c'est l'occasion aussi de lire un auteur qui est extrêmement connu, Claude Lévi-Strauss, de comprendre un petit peu quelles sont ses idées, d'avoir un petit peu des yeux sur le structuralisme, tout ça d'une façon très courte, vraiment, lisez-le, rien à dire de plus.
Le prochain livre dont je vais vous parler est aussi de Claude Lévi-Strauss, et il est vraiment, je pense, beaucoup plus passionnant à lire. Il s'agit de Triste Tropique. Pourquoi est-ce qu'il est passionnant? Eh bien parce que, même si Claude Lévi-Strauss dit qu'il n'aime pas les explorateurs, qu'il n'aime pas les voyageurs et qu'il n'aime pas les récits de voyage, dans les faits, il reste que c'est un récit de voyage autobiographique de l'auteur, justement, Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, dont on entend parler très régulièrement quand on s'intéresse à l'anthropologie, mais qui a écrit des livres qui sont plutôt complexes à appréhender et qui demandent probablement d'avoir un bagage anthropologique un peu plus évolué que celui du simple amateur pour qu'on les comprenne, notamment La pensée sauvage par exemple, que je n'ai pas lu, que je vais peut-être lire un jour si j'en ai le temps, l'énergie et la volonté, mais Triste Tropique nous permet d'avoir à la fois un récit de voyage qui est intéressant. Comment est-ce que Claude Lévi-Strauss s'est mis à l'anthropologie, à l'ethnologie? Quels sont été son rapport avec le voyage? C'est notamment un petit peu un parcours initiatique, si on ose, parce que il a ses a priori avant de voyager, comme tout le monde, et puis il est confronté à ces a priori-là en voyageant. C'est donc très intéressant de le suivre. Il parle beaucoup du Brésil, où il a fait beaucoup d'études sur des communautés qui sont là-bas. C'est donc vraiment absolument passionnant à suivre. C'est très très bien écrit. Pour l'anecdote, il aurait pu recevoir le prix Goncourt, hein, qui n'est pas forcément un gage de bonne qualité sur tous les livres, on va dire, mais qui est quand même un prix extrêmement important. Ils n'ont pas pu le lui discerner parce qu'il s'agit d'un roman autobiographique et pas d'un roman purement fictionnel. Il n'est donc pas possible de lui offrir le Goncourt, et c'est dommage parce que ça aurait été un très bon livre. Peut-être juste une petite chose, quand on se met à s'intéresser à l'anthropologie, notamment à l'anthropologie française, on a toujours le nom de Claude Lévi-Strauss, le père du structuralisme, ce qui n'est pas réellement vrai d'ailleurs. Et comme tous les grands, on a, on a peut-être de la peine à critiquer un petit peu, on pense qu'ils ont raison parce que c'est les grands, on pense qu'ils ont raison parce qu'il y a des gens qui ont étudié sa vie, étudié ses livres, qui ont détaillé. Ben, gardez votre aspect critique quand même. C'est pas parce que c'est Claude Lévi-Strauss que tout est forcément inattaquable et que tout n'est pas discutable. Par exemple, ce qu'il dit sur le progrès technologique qui détruit la culture peut être tout à fait vrai, mais en même temps, je trouve que ça a un petit arrière-goût quand même de... je veux pas dire colonialiste, parce que critiquer Claude Lévi-Strauss pour quelqu'un qui est simplement mécanicien, ça le fait peut-être pas, mais j'ai toujours de la peine avec les gens qui vont dans d'autres cultures, qui disent «Ah, ben voilà, le progrès technologique, la mécanique, ça casse tout». Oui, ben peut-être qu'ils en ont quand même besoin et peut-être qu'ils sont contents d'avoir quelque chose de différent. Bref, j'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo, un peu plus de mon avis sur ces livrets-là. Mais en tout cas, il est intéressant parce que c'est avant tout, pour moi, un livre de voyage. Même s'il aurait probablement détesté qu'on le dise, il a été écrit dans la douleur, il le dit dans une vidéo que vous trouvez sur YouTube, dans les archives INA. C'est vraiment un livre agréable à lire, ça permet d'avoir contact avec l'anthropologie, avec un peu de philosophie, de sociologie, un petit peu de musique, sans pour autant se casser la tête avec une monographie extrêmement complexe et peut-être un petit peu chiante, on va dire. En tout cas, Triste Tropique est vraiment un livre à lire avant peut-être de s'intéresser à des choses plus complexes. Vous avez l'occasion de le gagner grâce à une vidéo AnthropoQuiz qu'on a postée il y a quelques semaines où vous devez deviner de où vient un son qu'on a posté sur YouTube. Et vous avez l'occasion justement de gagner ce livre. Si vous n'avez jamais lu, allez sur YouTube ou sur anthropodcast.fr, vous trouvez Anthropo Quiz avec 2 Z, et puis vous pourrez répondre à la question et tenter de gagner Triste Tropique, un livre à mettre absolument dans votre bibliothèque. Le prochain livre est peut-être le premier vrai livre d'anthropologie dont je vous parle, puisque les deux autres, Race et Histoire, c'était plutôt une revue contre le racisme, et Triste Tropique est plutôt un livre de voyageurs ou roman, même s'il parle beaucoup d'anthropologie. Il s'agit d'un livre de Robert Deslièges qui s'appelle Une histoire de l'anthropologie, et c'est une base à absolument lire, peut-être justement avant d'aller dans des choses beaucoup plus complexes. Ce qui m'intéresse dans l'anthropologie et dans la plupart des sciences, c'est l'histoire de cette science. Comment est-ce qu'on est arrivé en 2015 à avoir une certaine idéologie anthropologique, à avoir écrit un certain nombre de livres, à avoir un certain nombre de théories économiques, de théories sociales, à avoir étudié la parenté? Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que le courant de pensée actuel est le courant de pensée qu'il y a depuis 20 ans, 50 ans, depuis toujours? Et c'est donc très intéressant de s'intéresser à l'histoire. Et ce livre-là, encore, une histoire de l'anthropologie, parle justement de l'histoire de l'anthropologie. Il commence avec l'évolutionnisme en anthropologie sociale, il fait le parallèle avec l'évolutionnisme pensé par Darwin et poursuit avec tous les plus grands courants de pensée qui peuvent être plutôt français, plutôt américains ou plutôt anglais. C'est aussi intéressant de voir la différenciation qu'il y a entre ces différentes écoles qui ne pensent pas réellement la même chose, qui n'ont pas exploré les choses de la même manière, qui se sont posées les mêmes questions, mais sans y répondre de la même manière, avec des méthodes différentes. C'est aussi un livre très intéressant parce que quand on commence à s'intéresser avec de l'anthropologie, dès que vous discutez avec un anthropologue, il va vous parler de Strauss, il vous va parler de Malinowski, il va vous parler de plein de noms comme ça qui, moi en tout cas, ne me disaient absolument rien quand on me parlait. Je disais oui, oui, d'accord, mais qu'avaient fait ces gens? À quelle date ils avaient fait leur travail? Quelles étaient leurs origines? À quels endroits ils ont fait leur travail anthropologique? Quel est le titre de leur livre, par exemple? J'en avais strictement aucune idée où était leur place dans la timeline de l'histoire de l'anthropologie. Et encore une fois, ce livre, Une histoire de l'anthropologie, est parfait pour ça. C'est aussi un livre, je pense, qui est très intéressant d'avoir près de soi quand on lit d'autres livres d'anthropologie qui reviennent justement à ces bases. N'ayant pas fait d'études en anthropologie, c'est vrai que je lis, mais c'est pas réellement suffisant. Il faudrait relire, s'entraîner pour vraiment avoir une bonne dimension de l'anthropologie, que ce soit vraiment clair dans ma tête quand on parle de Strauss, de Malinowski, ça fait clac dans la tête, je vois tout de suite quelle époque, quel était le gars, quel est son travail, pour pouvoir ensuite discuter avec la personne qui est en face de moi. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que je débute, hein, ça fait moins d'une année que je m'intéresse vraiment profondément à l'anthropologie. Et donc, c'est très utile d'avoir un livre comme ça, auquel se référer quand on a des livres peut-être plus complexes. Ça nous sort un nom, on le cherche dans le livre, ah ben voilà, c'est telle époque, il a écrit tel truc, il avait telle idéologie, c'est excellent. Je trouve que c'est un ouvrage de référence qui a l'avantage aussi d'être assez petit et assez facilement lu. C'est aussi, je trouve, une bonne façon de faire que de regarder dans l'historique. Vous aurez beaucoup de livres d'introduction à l'anthropologie qui vont vous parler par thématique, qui vont vous parler une fois du structuralisme, une fois de, je sais pas, d'un autre courant de pensée, mais ça va être difficile de mettre dans le temps qui était avant qui a influencé quoi, c'est très compliqué. Et là, le fait d'avoir vraiment une timeline plutôt précise, qui se chevauche quand même à certains niveaux, c'est vraiment très intéressant. Un autre avantage de ce livre est chaque fois de marquer pourquoi est-ce qu'ils en sont venus à avoir cette nouvelle école de pensée et pourquoi ils l'ont abandonnée ou pourquoi ils l'ont fait évoluer vers quelque chose de plus ou moins différent. Alors, c'est un petit peu déroutant à la lecture parce qu'on va chaque fois être convaincu de ce qu'il nous dit, il va dire ben voilà, tenez, regardez le structuralisme, ah voilà, ah ben voilà comment est-ce qu'il faut penser. Puis après, ils vont dire oui, mais le structuralisme a tel et tel point négatif, il a été critiqué de telle et telle manière, et puis chaque fois, ça nous remet en doute. Mais c'est très intéressant parce qu'il laisse vraiment les choses ouvertes, nous donne les pour, les contre de chaque idéologie, et puis ça peut être pratique pour savoir un peu où se situer, ou alors choisir les auteurs qu'on va lire après ce livre-là. On va se dire, ben tiens, cette idéologie-là, je la trouve intéressante, je vais lire un article de cet auteur-là. Euh, Petit désavantage de ce livre, par contre, c'est que comme tous les livres qui essayent de regrouper un maximum de connaissances au même endroit, il y a quand même des moments où il y a un petit peu des résumés qui sont pas faux, mais en réalité, quand on s'intéresse à ces points-là, ça demanderait beaucoup plus de nuances et beaucoup plus d'informations, mais c'est normal, encore une fois, c'est un ouvrage de référence et non un ouvrage qui va aller dans tous les détails. C'est le cas par exemple de Derek Freeman contre Margaret Mead. C'est expliqué, c'est très intéressant, c'est très chouette, mais si vous voulez vraiment en savoir plus sur cette discorde ou sur ce que ça a amené, alors il vous faudra faire des recherches, que ce soit sur Internet ou dans d'autres livres de référence, mais c'est pas un problème, parce que justement, ça va vous donner envie ou pas de vous intéresser à certains sujets, mais ça va vous donner un avis vraiment de l'ensemble du travail anthropologique jusqu'à maintenant. Encore un ouvrage de référence à avoir, il est vraiment pas cher. On arrive vers mon coup de cœur, en fait, de tout ce que j'ai lu pour l'instant au niveau de l'anthropologie. Il s'agit du livre de l'inégalité parmi les sociétés de Jared Diamond. C'est un livre qui est
vraiment incroyable. Pour tout vous dire, elle a été prix Pulitzer en 1998, ce qui ne veut pas nécessairement dire, encore une fois, que c'est un bon livre, mais tout de même, ce que je trouve très intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il mêle à la fois des connaissances vraiment très profondes sur certains sujets, sur l'élevage, sur la culture, sur la géographie par exemple, mais qu'en même temps, il vous le fait avec du storytelling. Vous savez, le storytelling, c'est vous dire, c'est pas vous dire simplement voici la théorie, voici l'observation, c'est vous dire, c'est vous emmener dans l'histoire et il nous emmène tellement bien dans l'histoire au début que c'est très très difficile à lâcher comme livre, même si parfois il rentre dans des détails qui sont pas forcément intéressants quand on est un profane. C'est extrêmement intéressant un livre parce qu'on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir quelle va être la réponse à sa question. Ce storytelling commence donc par la question de Yali, qui est néo-guinéen et qui est en promenade avec Jared Diamond, qui est en train de travailler là justement à faire un petit peu de l'ethnographie. Et puis Yali lui pose une question qui va être la base finalement de tout le livre et lui pose la question: pourquoi est-ce vous, les Blancs, qui avez mis au point tout ce cargo et l'avez apporté en Nouvelle-Guinée, alors que nous, les Noirs, nous n'avons pas grand-chose à nous? Question extrêmement importante. Pour la précision, cargo dans le sens néo-guinéen, il le dit lui-même, Jared Diamond, juste avant, il s'agit de tous les objets qui ont de la valeur, ça peut être des haches de métal, des allumettes, des médicaments, des vêtements, des boissons sans alcool et des parasols. Pourquoi est-ce que c'est les blancs qui amènent ça et pas les noirs qui amènent ça aux blancs? Grande, grande question dans ce livre. Ce que je trouve génial, c'est que c'est une question qu'on se pose en tant que voyageur parfois, quand on a l'occasion d'aller dans certains pays, de se dire, en effet, ils ont pas grand-chose. On a vu avant avec Claude Lévi-Strauss qu'effectivement, il ne faut pas avoir ce raisonnement-là à se dire telle société est plus évoluée que l'autre parce qu'elle a des outils, justement, en l'occurrence ce que le néo-guinéen appelle cargo, mais tout de même, la question reste fondamentale. Pourquoi est-ce que c'est pas les néo-guinéens qui ont fait ça? Pourquoi est-ce que c'est les blancs, entre guillemets, les gens venant d'Eurasie, qui amènent ça? La question est très très grande et comment y répondre? Eh ben, comment y répondre? Ça prend, je crois, à peu près 600 pages à y répondre, donc je vais pas en parler là. Je vais aussi faire une vidéo qui va un peu en parler plus en détail, mais je vais pas résister à l'envie de vous lire un petit morceau de ce livre-là, qui est aussi au début et qui fonde aussi une question extrêmement importante et délicieuse. Je vous le lis directement dans le livre. Le moment le plus spectaculaire des relations ultérieures entre Européens et indigènes fut la première rencontre entre l'empereur inca Atahualpa et le conquistador espagnol Francisco Pizarro le 16 novembre 1532 dans la ville de Cajamarca, sur le haut plateau péruvien. Atahualpa était le monarque absolu de l'empire le plus vaste et le plus avancé du Nouveau Monde, tandis que Pizarro représentait Charles V, monarque du plus puissant État d'Europe. À la tête de 168 soldats espagnols, Pizarro était en terrain peu familier. Totalement ignorant des autochtones, il n'avait aucun contact avec les colonies hispaniques les plus proches, à 1600 km au nord, à Panama, et ne pouvait compter sur aucun renfort opportun. Atahualpa était chez lui, dans son empire de plusieurs millions de sujets, entouré de son armée forte de 80 000 soldats, récemment victorieux d'une guerre contre d'autres Indiens. Quelques minutes à peine après la rencontre des deux hommes, Pizarro captura Atahualpa. Il devait le garder prisonnier 8 mois durant et lui extorquer la plus forte rançon de toute l'histoire en échange de la promesse de le libérer. Après le versement de la rançon, qui représentait assez d'or pour remplir une salle de 6,7 mètres de long sur 5,2 de large et 2,4 de haut, Pizarro renia sa promesse et exécuta l'empereur. La question de base de ce livre, qui rejoint celle de Yali, du néo-guinéen: comment est-ce que ça fait que c'est Atahualpa qui s'est fait tuer par un Espagnol et pas le roi espagnol qui s'est fait tuer par Atahualpa? Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que ça demanderait une vidéo beaucoup plus complète. C'est un livre absolument passionnant. Il a très très peu de défauts, je trouve, si ce n'est quasiment pas. Peut-être le seul défaut qu'on peut mettre à ce livre et à l'idéologie qu'il défend, c'est que, même Jared Diamond le dit d'ailleurs dans le livre, hein, c'est pas moi qui le dit, il parle beaucoup de déterminisme géographique qui pose des questions
vraiment très, très importante, on va dire, sur la marche du monde, sur la place finalement de l'homme et de l'individu et de la société dans le monde. J'ai une carte derrière moi et effectivement, je commence à m'intéresser beaucoup plus aux cartes, à la géographie, à comment tout ça s'est passé depuis que j'ai lu Jared Diamond. Avant, je trouvais ça totalement inintéressant. Je me suis aussi intéressé un petit peu à la linguistique grâce à lui. J'ai dit encore à mon ami Anne-Laure, il faut absolument qu'on parle de la linguistique sur Anthropodcast, alors que jusqu'à présent, j'avais pas tellement compris l'intérêt d'étudier les langues, d'étudier vraiment en profondeur les langues, à quel moment est-ce qu'un mot est apparu, à quel moment est-ce qu'il y a eu des échanges de mots entre des langues différentes. J'avais pas vraiment compris pourquoi, j'avais pas compris pourquoi c'était important, et en lisant Jared Diamond, j'ai compris pourquoi c'était intéressant. De même que quand je me promène dans les musées, je sais pas si c'est votre cas, il y a toujours de très grandes sections avec des poteries, par exemple. Je trouve ça personnellement très très chiant, ça n'a aucun intérêt. Et bien depuis que j'ai lu Jared Diamond, je sais pourquoi les poteries ont un intérêt, je sais pourquoi même trouver un tout petit fragment avec un tout petit dessin, ça peut changer l'histoire de l'humanité. Non, parce qu'elle s'est déjà passée, mais ça peut changer notre façon de voir l'histoire de l'humanité, et c'est extrêmement intéressant. J'aime aussi personnellement beaucoup le ton du livre, notamment de la fin. J'en parlerai dans un autre livre. Je n'aime pas quand on vient me dire j'ai la vérité absolue, tout ce que je dis est vrai, tu dois le prendre comme argent comptant, et l'étude est finie, il y a un point final. Je n'aime pas ça du tout. Je trouve que c'est un petit peu de l'orgueil quand même, si j'ose dire, hein. La vérité absolue, elle est... Je sais pas si j'oserais dire qu'elle explique pas, ça serait certainement un sujet de philosophie, mais j'aime pas quand on me dit qu'on a la vérité absolue. Et puis, je trouve très inspirant la fin du livre, où il nous dit, ben voilà un petit peu toute cette théorie, voilà le résumé. Je pense que c'est juste, je pense que c'est vrai, mais en fait, ça nous demanderait d'étudier beaucoup plus de choses, notamment ce que je vous ai dit avant, la poterie, la linguistique, de s'intéresser à l'archéologie aussi, il parle beaucoup d'archéologie. Et du coup, moi, en lisant ça, je me dis, ben tiens, ça serait quand même super cool de faire des études dans le but d'apprendre ces sciences-là et de pouvoir apporter ou non de l'eau au moulin de Jared Diamond. Je trouve ça absolument passionnant et c'est revigorant. J'ai envie de reprendre mon sac d'école et d'aller à l'école, si c'est peut-être un petit peu tard pour moi. Bref, un livre à lire absolument, que vous intéressez à l'anthropologie ou pas, ça n'a finalement peu d'importance. C'est l'histoire du monde, l'histoire de la marche du monde, l'histoire des collisions entre les peuples. Ça parle de progrès, ça parle d'invention, ça parle de science, de technologie, ça évoque tous les sujets et ce qui est certain, c'est que vous serez beaucoup plus intelligent après la lecture du livre. Enfin, beaucoup plus intelligent, non. Vous aurez beaucoup plus de connaissances à la fin de la lecture du livre et ça peut vous aider à être plus intelligent. Autre livre qu'on m'avait conseillé, le livre de Pascal Boyer et L'homme créa les dieux, qui est un livre que j'ai commencé à lire, donc je peux pas vraiment vous le conseiller ni vous le déconseiller parce que je viens de commencer à lire, j'ai lu seulement les premiers chapitres. Comment vous dire? Là où Jared Diamond me plaisait bien dans sa façon d'expliquer les choses et dans sa relative humilité par rapport à ce qu'il expliquait, je ressens pas la même chose avec Pascal Boyer et il affirme des choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord, et le problème c'est qu'il me donne pas d'éléments pour que je puisse être d'accord avec lui. On dit par exemple dans un endroit du livre, vers le début, il dit ben voilà, les religions ne rendent pas heureux, aucune religion ne rend heureux, à part éventuellement le New Age comme courant philosophique. C'est un avis tout à fait défendable. Je dis pas qu'il a tort, mais moi, si on me donne juste ça comme ça, je vais pas être d'accord parce qu'il faut étayer le truc. Enfin, s'il le dit, ben ok, montre-moi des statistiques, montre-moi des interviews que tu as fait avec des gens de toutes les religions pour leur demander s'ils étaient heureux ou pas. Montre-moi que tu as été dans tous les, je sais pas, les couvents du monde, tu as été dans tous les monastères du monde, discuter avec les gens pour savoir s'ils étaient heureux, quelle était leur définition du bonheur, parce que déjà c'est pas la même chose. Ça me pose problème. Un autre truc aussi qui m'a choqué, il dit que ben, finalement, hormis la religion, on s'intéresserait pas tellement au rôle métaphysique de la mort et de notre absence. Ben, je suis désolé de le dire, mais la mort, qu'est-ce qui se passe après la mort? Même si c'est une question qui est effectivement religieuse, ben même les athées, à mon avis, se posent la question. Alors eux, ils y répondent peut-être d'une manière différente, ou ils y répondent d'une manière sèche en disant que ben il y a rien après la mort et point. Mais
j'aime pas trop ces affirmations, surtout qu'il y a vraiment, pour l'instant en tout cas, rien qui me dit que ces affirmations viennent d'autre part que des idées personnelles de Pascal Boyer. Et c'est pas que les idées personnelles ne m'intéressent pas, mais quand elles sont affirmées avec autant de conviction, au début d'un livre qui est censé m'intéresser, j'ai un peu plus de peine. Donc pour l'instant, je vous le conseille pas, mais je vais aussi le lire, finir de le lire, et puis peut-être qu'en fait, c'est juste l'introduction, et c'est pour ça qu'il y a pas, c'est pas vraiment très étayé, et ça m'intéressera peut-être beaucoup plus après. Donc Pascal Boyer et l'homme créa les dieux, un livre qui nous explique, qui est censé nous expliquer en tout cas, pourquoi est-ce que les religions existent, comment est-ce que ça se passe, donc à la base une question intéressante qui nous intéresse probablement tous. Pour l'instant, des réponses qui ne me satisferont pas vraiment. Bref, rien d'autre à dire là-dessus. Encore une fois, j'ai lu seulement les premiers chapitres, donc je me sens pas vraiment de vous faire une critique intelligente là-dessus. Un autre livre que j'ai sur mon iPhone, puisqu'il existe en format Kindle, et c'est absolument merveilleux d'avoir des livres d'anthropologie en format Kindle. Il y en a très très peu, hein, malheureusement. La plupart sont dans des éditions introuvables, ou... Enfin bref, la littérature en anthropologie est une horreur, parce qu'on doit acheter plein de bouquins. C'est la première fois que j'achète autant de livres. C'est de Maurice Godelier, ce livre-là, Au fondement des sociétés humaines, que nous apprend l'anthropologie. C'est un livre que je n'ai pas fini non plus, qui est par contre beaucoup, beaucoup plus agréable à lire que celui de Pascal Boyer, je trouve. Maurice Godelier, donc, Au fondement des sociétés humaines, ce que nous apprend l'anthropologie, c'est encore un grand anthropologue français que la plupart des gens lisent quand ils s'intéressent à l'anthropologie. C'est vraiment agréable et très facile à lire. Je trouve qu'il a une façon je sais, c'est le seul livre que je lis de lui, mais il a une façon aussi très, il parle au lecteur vraiment, et il parle au lecteur, je trouve, pas d'un sens, je suis un professeur et vous êtes mes étudiants qui connaissaient rien. Heu, j'ai l'impression que ça pourrait être une discussion entre nous et qu'il parlerait pas vraiment différemment, et ça, c'est quelque chose qui me plaît, ça rend la chose beaucoup plus humaine au fond. C'est probablement plus intéressant à lire une fois qu'on a des bonnes bases en anthropologie, justement parce que ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre des choses qu'on croit en anthropologie, ou des concepts, ou des explications. Par exemple, il parle de la Kula, du cycle de la Kula qu'a exprimé Malinowski, par exemple. Et puis lui, il va essayer de déconstruire certaines choses, puis de dire, ben moi je pense que là on se trompe, par exemple. Il va beaucoup parler de la parenté aussi, par exemple. Il va dire, ben voilà, la parenté, la plupart des anthropologues jugent que c'est extrêmement important et tout ça. Moi je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Donc du fait qu'il déconstruise quelque chose, c'est beaucoup plus intéressant une fois qu'on a compris ce qu'il est en train de déconstruire. Ceci dit, le livre est quand même très pédagogique, puisqu'il nous explique chaque fois la situation, c'est-à-dire ce que pensent ou ce que croient les autres, et ensuite il va nous expliquer ce que lui pense, ou ce que lui analyse, ou la façon dont il a de voir la problématique là. Donc ça demande une lecture attentive quand on est amateur comme moi, parce qu'il parle de trucs que je ne connais pas pour dire son avis dessus. Bref, un livre absolument à lire, je ne l'ai pas fini aussi. Il y a des cotes dans tous les paragraphes. Il est absolument hallucinant, il est absolument intéressant, c'est un vrai délice à lire. Septième et dernier livre, Nigel Barley, L'anthropologie n'est pas un sport dangereux, qui est un livre que j'ai absolument adoré. Il est plutôt court, mais je l'ai dévoré en 2 jours, je crois, à chaque fois que je pouvais avoir 5 minutes pour lire. Je me suis mis à lire ce bouquin. C'est pas un bouquin d'anthropologie à proprement parler, dans le sens où c'est un anthropologue qui l'a écrit. Il a été effectivement sur un terrain pour étudier, en l'occurrence les Toraja, qui sont une peuplade des montagnes plutôt, sur l'île de Sulawesi, qui est en Indonésie, pour vous situer un peu le truc. Mais ce n'est pas vraiment un livre d'anthropologie dans le sens où c'est pas une monographie sur les Toraja. Vous en apprendrez sur les Toraja, bien sûr, dans ce livre-là, un petit peu où ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, une ou deux cérémonies un peu spécifiques, comme les cérémonies mortuaires, pour lesquelles ils sont vraiment mondialement connus. Mais en même temps, vous n'en apprendrez pas nécessairement plus que par le récit d'un voyageur. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est encore une fois un petit peu comme Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique, c'est de voir le travail d'un anthropologue, comment est-ce qu'il fait pour travailler finalement. Et puis j'avais l'impression que les anthropologues c'était quelque chose de vraiment très carré, tout ça, puis je me disais mais comment est-ce qu'ils font pour arriver dans des pays? Généralement, ils connaissent personne, ou alors une personne. Comment est-ce qu'ils font pour trouver quelqu'un pour les aider dans leur démarche? Comment est-ce qu'ils font pour avoir confiance ou pas aux gens? Comment ils font avec les moyens? On sait que
l'anthropologie, c'est clairement pas la science où on gagne le plus d'argent, donc comment est-ce qu'ils font? Eh ben, vous aurez quelques pistes de réflexion dans ce livre-là. Ça s'oriente vraiment dans le livre de voyage, comme je l'ai dit, un peu comme Triste Tropique, mais là où Claude Lévi-Strauss va aller beaucoup dans les théories, un petit peu dans la philosophie, va aller beaucoup plus profondément, j'ai envie de dire, sur ce qu'il veut expliquer, aussi ce qu'il veut exprimer. Nigel Barley, lui, va rester très soft de ce point de vue-là. Disons que ce qui prend deux phrases à Nigel Barley pour critiquer une certaine forme de tourisme, par exemple, Claude Lévi-Strauss va le critiquer sur 20 pages, critiquer entre guillemets, hein, dans le bon sens, sur 20 pages, ce qui rend la chose intéressante, bien sûr, parce qu'elle est plus précise, elle est dite d'une façon très très belle. Nigel Barley s'embête un petit peu moins avec ça, on va dire. Il est très très cash. Franchement, ça doit être un mec incroyable à rencontrer, je pense. Quand on lit son récit, on a vraiment l'impression de l'accompagner, et c'est ça qui est vraiment génial. Et ce qui est intéressant, donc, pour faire le résumé du livre très très court, il a été en Indonésie, chez les Toraja. Pendant à peu près la moitié du livre, finalement, il n'est pas chez les Toraja, hein. Il nous explique un peu comment ça se passe à Londres, comment se passe son voyage. C'est très, très amusant, parce que l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un anthropologue, donc, en théorie, c'est un observateur. Et ces observations, il peut les mettre en œuvre autant pour essayer de décrire une culture que pour décrire quelqu'un ou le caractère de quelqu'un. Et c'est vrai qu'il nous raconte un petit peu quelques personnes qu'il a rencontrées. Je ne sais pas si elles sont vraiment atypiques parce qu'en voyage on en rencontre toujours, mais des personnes qui font toujours plaisir écouter ce qui se passe en fait, c'est plutôt hasardeux. Et puis au pays des Toraja, c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'il se débrouille pour étudier ces Toraja, comment est-ce qu'il fait déjà pour atteindre le lieu où il va faire son étude. C'est aussi faux parce qu'il a un peu finalement la même recherche que le voyageur, hein, qui recherche toujours quelque chose de plus authentique. Et lui, chaque fois, il arrive à un endroit, il se dit, ben, est-ce que c'est là que je devrais rester? Est-ce que c'est pas là que je devrais rester? Est-ce que les gens, ils sont authentiques? Est-ce que non? Comment est-ce que ça se passe? Ça, c'est plutôt chouette à lire parce que c'est des questions qu'on a en tant que voyageur, et c'est finalement rigolo de voir qu'un anthropologue a exactement le même problème. Ça nous rassure peut-être un peu en tant que simple voyageur. Et puis je dirais, je crois que c'est dans le dernier quart du livre, Nigel Barley a trouvé le moyen d'amener certains de ces Toraja, notamment un sculpteur qui s'appelle Nenek, je trouve ça très rigolo. Il les amène à Londres et ils construisent un silo à riz dans un musée, ce qui a dû être une expérience absolument hallucinante. C'est le genre de truc une fois qu'on sait que ça existait, on se dit mais pourquoi on n'a pas vu ça dans tous les musées dans lesquels on a été? Ça doit être tellement intéressant de voir des sculpteurs du pays comme ça faire une sculpture. Et puis du coup, ça aide à avoir un joli regard anthropologique pour le coup, parce que lui, il a été chez le Toraja, du coup, il va nous expliquer un peu comment ça se passe chez eux, quels sont ses sentiments par rapport à eux et eux par rapport à lui. Et ensuite, il va amener les Toraja chez lui, et ça va être finalement l'inversion de l'anthropologue et puis des Toraja qui vont lui poser des questions sur sa propre culture. C'est d'ailleurs très rigolo parce qu'il a le même problème que nous en tant que voyageurs. Des fois, quand on doit expliquer notre propre culture, finalement, c'est très compliqué d'expliquer sa culture. Il y a plein de choses, on ne sait pas pourquoi on les fait, on ne s'est jamais posé la question. Puis, est-ce qu'il y a vraiment une raison de pourquoi on les fait? Un anthropologue saurait certainement nous le dire, mais nous, pas forcément. Je vais stopper là parce que je vais aussi essayer d'en parler plus longuement dans une vidéo. C'est vraiment un livre passionnant. Je vous ai présenté là des livres qui sont un petit peu plus complexes à lire, comme je pense Des Lièges, avec l'histoire de l'anthropologie, et L'homme créa des dieux, qui est aussi plutôt austère. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir un livre qu'on lit en même temps. Moi, j'aime bien lire plusieurs livres en même temps, donc ça nous permet de pouvoir se reposer la tête, si on veut dire, tout en la remplissant de pas de trucs totalement idiots, parce que ça reste un livre quand même d'anthropologie où on apprend des choses. Ou alors, éventuellement, si vous n'aimez pas lire plusieurs livres en même temps, ça vous permet justement de pouvoir, entre deux livres un peu plus complexes et un peu plus chiants aussi, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a beaucoup de livres chiants en anthropologie quand même, faut le dire, qui sont plutôt mal écrits parce qu'il n'y a aucun intérêt littéraire à écrire bien, en tout cas c'est ce que certains anthropologues semblent dire, ce qui va complètement à l'inverse de la vulgarisation scientifique d'ailleurs, mais c'est un autre débat dont on ne va pas parler ici. Mais bref, vraiment une jolie petite entr'acte entre deux livres beaucoup plus complexes. J'espère que je vous ai fait découvrir des livres sympas. Si vous êtes anthropologue ou étudiant en anthropologie, ça m'intéresserait beaucoup de savoir
pas vraiment forcément une relecture de ces livres-là, mais quel livre vous avez trouvé intéressant dans votre cursus universitaire? Quel livre vous pensez qu'il faudrait que je lise et que par extension tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'anthropologie aimeraient lire aussi? Et puis si vous n'êtes pas anthropologue ou dans des études d'anthropologie, que vous êtes un petit peu comme moi à la recherche un petit peu de connaissances à ce niveau-là, ça m'intéresserait aussi de savoir ce que vous avez découvert dans votre propre lecture, parce que c'est vrai que ça reste un choix de 7 livres sur, je suppose, des centaines, voire des milliers si on inclut aussi la langue anglaise, de livres d'anthropologie qui sont probablement pour la plupart intéressants pour une certaine catégorie de gens que ça intéresse de lire. Voilà, c'était la première vidéo, vraiment vidéo, sur le channel Anthropodcast vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire non plus si vous voulez qu'on traite certains sujets, peut-être de façon beaucoup plus courte, en vidéo. Sachez que les prochains interviews qui seront enregistrés pour Anthropodcast le seront aussi en vidéo, de façon à ce que ce soit beaucoup plus intéressant à suivre que quelque chose où il y a juste finalement 2 images qui s'échelonnent, qui n'intéressent clairement personne. Je ne sais pas si nos têtes sont plus intéressantes, mais quand il y a quelque chose qui bouge, on a tendance à regarder d'une façon beaucoup plus studieuse, si j'ose dire ça. Bref, on se dit à la prochaine. En attendant, il y a d'autres contenus à écouter. Si c'est l'audio qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur anthropodcast.fr où vous aurez déjà à peu près une vingtaine d'épisodes sur l'anthropologie qui risquent de vous intéresser. Allez, à ciao, bonsoir.